Bonjour à tous et à toutes. On va du coup parler un petit peu aujourd'hui de l'équilibre de son architecture gameplay. Donc faire un petit peu un tour d'horizon de ce qui constitue, ce qui structure le code gameplay. Mais avant de commencer, je vais commencer par me présenter. Je suis Damien Le Guen. J'ai commencé il y a un paquet d'années. Pour l'occasion, j'ai retrouvé les vieux magazines qui ont montré que ça faisait... le mois prochain, ça fera 20 ans que j'ai plongé dans la marmite. Où j'ai commencé du coup avec Blitz 3D, qui est un peu méconnu, mais qui est un ancêtre de Unity, un grand moteur de jeu. 10 ans plus tard, je suis rentré à Ubisoft Montpellier, où j'ai travaillé sur Ghost Recon Wildlands, donc jeu de stratégie, un jeu de shoot militaire, où je travaillais sur l'intelligence artificielle des petits personnages qui accompagnent le personnage. Ensuite, après ça, je suis passé d'équipe de 500 personnes à plutôt une personne, où j'étais plutôt en indépendant, freelance, à travailler sur différents types de projets, jeux de stratégie et jeux de gestion, simulation. Et depuis 2 ans, maintenant, j'ai rejoint Amplitude Studio sur des jeux tels que Humankind ou Endless Dungeon. Et la première définition, on va commencer par présenter un peu juste qu'est-ce que c'est le code gameplay, qu'est-ce qu'on sous-entend par ça. Donc déjà, de base, on a des interactions, on va avoir des actions directes qui vont arriver. Donc par exemple, j'appuie sur le bouton A, je me déplace vers tel endroit, je veux débloquer telle chose. Il va se passer des trucs, et à la fin, on va avoir une réaction du jeu, des feedbacks visuels, sonores, un changement de logique ou autre, qui seront perceptibles par le joueur ou la joueuse. Aujourd'hui, nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette petite boîte magique au milieu. Qu'est-ce que c'est cette boîte noire? Comment on l'organise? Mais déjà, le premier truc à comprendre, c'est que c'est un certain challenge. Il y a cette citation qui dit que développer un jeu vidéo est bien plus compliqué qu'envoyer une fusée dans l'espace. Alors, c'est pas n'importe qui l'a dit, c'était John Carmack, le créateur développeur de Doom et Quake, qui, sur son temps libre, s'était amusé à développer des roquettes ou autres. Et on ne peut pas lui donner tout à fait tort, puisque déjà, il y a 45 ans qui séparent cette image de cette image, donc il y a une certaine vérité, mais au-delà de la petite taquinade, c'est vrai qu'il y a une différence au niveau de la complexité. Autant envoyer une fusée dans l'espace, ça va être très complexe parce que à la moindre problématique qui va arriver, globalement la fusée explose. Donc il va y avoir une rigueur de chaque instant qui va être très importante. À l'inverse, un jeu vidéo, lui, il va être plutôt composé d'une multitude de pièces en mouvement, de parties qui vont essayer de s'entrechoquer et d'interagir les unes aux autres. Et c'est cette émergence, ces interactions-là qui va y avoir entre elles, qui vont entraîner des choses et qu'il va falloir arriver à rendre cohérentes pour les rendre intéressantes et fun pour le joueur ou la joueuse. Donc on va s'intéresser à plusieurs points. Comment déjà organiser tout ça, comment on va organiser son architecture, quand on arrive dans un projet éventuellement qui existe déjà, comment on rentre dedans, comment on s'y retrouve. Ensuite, comment arriver à itérer sur tout ça, faire évoluer l'architecture. Et comment aussi maîtriser la complexité qui va arriver de part et d'autre. Donc on va être vraiment plus sur des logiques d'organisation, de structure, que de contraintes de performance ou de recherche du fun ou ce genre de choses. Ça va être plutôt cette problématique-là. Il y a cette image-là qui peut servir plutôt que d'imaginer l'architecture avec une pyramide où on monte des blocs au fur et à mesure. Là, on peut s'imaginer plutôt un peu une sorte de spirale où on va avoir en fait vraiment différents niveaux qui vont interagir, à la fois du plus atomique, le plus petit élément, et on va grossir au-dessus petit à petit, monter en termes de méthode, interface, système, flux et plateforme. Ça va être ce sur quoi on va s'intéresser et on va voir qu'il va y avoir un peu un va-et-vient, un ping-pong entre toutes ces parties différentes. Pour commencer, on a ici quelques lignes de code que je vous laisse lire. Ces lignes de code-là, en soi, elles font un truc assez simple qui est quand on reçoit un coup sur la tête, un personnage, une unité, va avoir sa vie qui va être baissée, et à chaque point de vie perdu par ce point-là, par ce coup-là, on va vérifier si l'unité est toujours en vie, on va jouer à des effets différents ou autres. Et la question, c'est un peu, est-ce qu'on voit des problèmes
purement d'organisation, de présentation presque du code, et pas forcément de questions de logique. Donc par rapport à ça, à mes yeux, il y a un petit peu, au moins une demi-douzaine de points où il va falloir s'attarder et peut-être éventuellement les retravailler, malgré qu'il n'y ait que 5 ou 6 lignes de code. Le premier d'entre eux, ça va être sur la convention de style. Donc déjà, en fait, on va essayer, dans la majorité des cas, de réduire le bruit visuel. De se dire, en fait, mon code, il a une certaine structure. Et ici, par exemple, on n'a pas d'accolade, alors que dans les autres endroits, on a des accolades. À ces endroits-là, on va avoir des sauts à la ligne et en trop, alors qu'un peu plus tard, on n'en a pas du tout. On va avoir des commentaires qui ne sont pas positionnés pareil. Tout ça, ça va participer de la charge à la lecture, de se dire, en fait, on va essayer d'avoir une cohérence. Mieux vaut, dans ces cas-là, une convention qui n'est pas parfaite que plusieurs conventions parfaites qui vont s'entrechoquer les unes aux autres. À partir de ça, on a déjà un code qui est un peu plus structuré. On va vouloir aussi éventuellement aplatir la hiérarchie, donc éviter cet effet de if dans des for, dans des if, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va ouvrir une accolade, c'est un peu quelque part une charge mentale dans la tête à se dire oui, j'ai ouvert cette parenthèse là, et je parcours mon code et à la fin, ah oui, je sais plus où j'en suis, combien d'accolades il y avait, etc. C'est juste ce cas-là. Donc là, dans cet exemple-là, il n'y a que cet exemple-là où c'est que cette première ligne où on va avoir le cas, pardon. On va venir la sortir directement et se dire, je return automatiquement, ça va un peu plus vite. L'autre point intéressant, c'est de se dire, une ligne égale une action, de minimiser le fait d'avoir beaucoup de choses qui se passent plusieurs choses qui se passent par ligne de code. Ici, il n'y a qu'un exemple, c'est ce matmin, qui d'ailleurs est un peu buggé au final, si on y réfléchit bien, quand on sait comment un for va fonctionner, il va, sur la fin de vie, il va potentiellement générer un bug. Alors que si on se dit, on vient l'extraire de notre boucle, à la fois on gagne en simplicité du fait d'avoir les deux actions bien séparées et de se dire une ligne, une action. Et d'autre part, on vient aussi renseigner l'intention, beaucoup plus en nommant la variable, en lui donnant un objectif clair, on va pouvoir savoir ce à quoi elle est utile. Peut-être le point le plus important dans tout cela, c'est la rigueur sur le nommage des variables. À mes yeux, c'est un peu celui qui est le plus central dans tout ça, qui va être de se dire vraiment, je fais un effort dans la manière de nommer mes variables pour leur donner un sens clair. Par exemple, la première ligne, on va avoir life et live, qui en fait, l'un est un nombre, l'autre est un booléen. On ne va pas avoir tout à fait la même logique, mais on a à peu près le même nom, donc des confusions possibles. Le i qui pourrait être un peu plus aussi éclairci, et taken hits et hits qui peuvent avoir un peu de confusion. Donc sur tout ça, juste simplement en renommant et en donnant des noms un peu plus clairs, un peu plus cohérents au fur et à mesure du code, on se retrouve avec des choses où on a l'intention qui est beaucoup mieux précisée. Là, point un peu plus logique, mais on a à ces trois endroits-là, ici, ici et ici, trois fois un peu la même vérification sur life point. Ces trois-là, en fait, deviennent un peu redondantes et on se retrouve avec un peu du code défensif alors qu'on n'en avait pas besoin. Alors, il est un peu en surplus, donc on va essayer de se limiter au strict minimum. Hop. Il est revient en arrière, presque. Voilà. Donc là, le fait de se dire, c'est que le deuxième qui est le plus important des trois, qui est le seul vraiment utile, à nouveau, on vient alléger le code. Tout ça, ça fait un ensemble de points. Il reste un dernier, que là, on se rend compte assez vite, en fait, que le fait d'avoir un commentaire ici qui est redondant, celui-ci qui est, au final, peut-être qu'au début, il était vrai, mais au final, il n'a pas évolué avec le code, il n'est pas tout à fait précis. À nouveau, là, on a des surcommentaires. Le fait de, justement, en mettre trop, en général, c'est incohérent avec le fait de... ça vient surcharger, alors que par exemple le nommage des variables vient peut-être supporter tout ça. Donc on arrive au final avec tout ça, et on arrive avec un comparatif final de, quelque part il y a le code original et le code final, il y en a un où sur chaque ligne, on venait un peu buter sur chaque mot, chaque ligne, se demander qu'est-ce que ça fait, et sur l'autre, quand on a un peu plus l'habitude, on se dit oui, ok, il y a une cohérence, et on pourrait presque aller jusqu'à dire qu'il y a un effet pas une émotion, mais quelque chose qui est un peu plus crispé sur la gauche
et un code qui est un peu plus zen sur la droite. Au final, il y a 3 vraies valeurs qui sont un peu intéressantes là-dedans. C'est d'abord donc de viser la clarté avec les conventions, le nommage, de laisser respirer son code en se disant bah voilà, même c'est pas le nombre de lignes de code qu'il faut le minimiser ou le maximiser, il faut juste lui donner de l'espace pour qu'il soit clair, tout en étant concis et en limitant donc les commentaires et les redondances. La question centrale qu'il y a derrière tout ça, c'est de se dire est-ce que mon code il est facilement abordable ? Est-ce qu'il est facilement lisible? Maintenant qu'on a nos quelques lignes de code, on a une méthode, on a une fonction qui vient faire des choses particulières. Mais évidemment, un jeu vidéo, en fait, le vrai problème du jeu vidéo, c'est qu'on a toujours sans arrêt des itérations, des modifications à faire, des choses qui viennent interpeller, qui viennent perturber le code. Là, en l'occurrence, on vient vouloir rajouter une nouvelle fonctionnalité, un critical hit, qui n'a pas tout à fait la même logique. En l'appliquant, on peut se dire comment l'ajouter. On peut venir dupliquer les méthodes. Honnêtement, il y a souvent le fait de dire on ne duplique jamais son code, c'est pas propre ou autre. En fait, en réalité, il n'y a pas forcément de doctrine à avoir, de position d'autorité là-dessus, à se dire ah non, il faut absolument jamais le faire. Des fois, ça peut être la bonne solution si c'est que quelques lignes. Mais dans ce cas-là, en fait, on est sur un cas où le code il va évoluer. Potentiellement, peut-être que le play death effect va évoluer dans le futur. Et du coup, si on le change d'un côté mais pas dans l'autre, c'est des sources de bugs. Et là, on a l'exemple aussi directement, puisque le fait d'avoir changé, d'avoir repris ce code-là directement, en fait, là, potentiellement, si on est à plus de hits que life points, ici, on a un bug. Tout ça, ça nous amène à l'autre possibilité, qui est de rajouter à l'inverse, tout en haut, un flag, qui est de dire je vais avoir ma méthode, mais des fois je vais faire ça et des fois je vais faire ça. Là, à ce niveau-là, on perd un peu plus en prédictabilité, on va être un peu moins clair, et s'il y a besoin de rajouter une nouvelle façon de fonctionner, on va peut-être avoir envie de rajouter ça. On perd là l'évidence de la méthode. Hop. Et il y a un exemple de ça, vers quoi ça peut dériver. Par exemple, on peut avoir une méthode d'update. L'update, il va se faire constamment. À un moment, on va dire en fait non, c'est pas tout à fait un update permanent. On veut l'optimiser et dire je l'appelle que s'il est nécessaire. Donc on fait des choses qui ne sont faites qu'à certains moments. Mais sauf que nouvelle demande, on a besoin des fois de l'appeler et de le forcer. Donc on se retrouve à avoir un update if needed et update is forced. Cette double, ça commence à surcharger le truc un peu trop. Là, dans ce cas-là, la bonne solution, c'est de se dire should update, puis update. C'est vraiment deux choses différentes. La bonne solution dans tout ça, c'est peut-être de combiner les deux approches en se disant à la fois, j'avais besoin d'avoir une méthode claire à l'appel, de dire j'apply le normal hits et j'apply critical hits. Mais il y avait aussi de la factorisation de code possible. Donc en faisant ça, on peut proposer cette solution qui est déjà beaucoup mieux, où vraiment on va avoir une première méthode qui fait la partie normale, une partie qui fait le critical hits, et la partie à factoriser et réappeler à ce niveau-là. Donc je ne rentre pas dans le détail du code. Ceci dit, on a quand même ici isAlive et takenHits qui sont un peu de la logique, dont on pourrait se dire, ça aussi, quelque part, c'est de la vérification de est-ce que mes dommages y sont bel et bien appliqués. Là, on pourrait donc se dire, hop, on les... décidément, hop. On peut transformer cette méthode en étant plus à avoir la logique complète de l'application de dommages qui est mise dans try-apply-damage et ici de vérifier là et là qu'à chaque fois on est dans un état valide pour jouer les effets voulus. Donc ne pas coder les besoins futurs hypothétiques, ne pas se faire trop d'itérations sur tout ça. De ne pas anticiper trop, de ne pas prévoir les choses en avance, c'est important. De le faire au moment où ça va arriver. Mais quand ils arrivent, il va falloir être prêt à tout réadapter sa version. Se concentrer donc en priorité sur le découpage des fonctionnalités. Et la vraie question qui sous-tend tout ça, c'est est-ce que ma méthode est prévisible à l'appel ?
Donc là, on était vraiment sur des éléments assez bas. Peut-être ça ressemble jusqu'ici à un peu un cours de code, mais on va commencer à pouvoir reculer sur tout ça et là parler plutôt d'interface. Donc l'interface, ça va être ma façade de ma classe, de ma structure, de mon objet, de mon fichier de code. Dans tout ça, il va y avoir un équilibre à trouver dans la manière d'exprimer, de donner de l'expressivité à une interface. Quelle va être la richesse de mon interface? Par ça, qu'est-ce que j'entends? C'est qu'il y a un risque des fois qu'elle fasse trop peu, c'est-à-dire qu'on va avoir trop de méthodes qui vont surcharger l'utilisation de ce système. Donc, par exemple, dans l'exemple d'avant, on aurait pu vouloir dire la partie checkDes ou applyDes pourrait être aussi sortie dans sa propre méthode, mais en vérité, il n'y a que l'applyDamage qui va venir faire ce genre de choses. Donc on aurait eu besoin de class helpers ou plus pour être vraiment bien manipulé au quotidien. Ça n'aurait pas forcément été évident. Et il y a le risque inverse, qui est qu'elle en fasse trop d'un coup, en donnant des méthodes qui sont trop générales, qui cachent toute la logique interne. Dans ce cas-là, on va vraiment être en manque de contrôle et on va potentiellement aussi être obligé de coder autour, de vérifier si on a bien effectué ce qu'on voulait faire ou autre. Donc ce n'est pas forcément pertinent. Un autre exemple, ici, c'est dans le découplage des concepts, de se dire « Ah, j'ai mon entier ici qui représente une identité de mon unité. » Donc, elle a sa propre identité. Et à un moment, par souci de performance ou que sais-je, ou de taille en mémoire, on se dit « Ah, je voudrais que ça devienne un byte. » Or, si on fait ça, en fait, on se retrouve à devoir manipuler, à chaque endroit où l'ID aura été manipulé, à devoir venir changer l'implémentation. Et là, une meilleure solution sur ça, c'est plutôt de se dire je vais venir encapsuler ma notion dans une struct qui sera la seule chose manipulée et exposée. Et avec ça, je ne rentre pas dans le détail de tout ça, mais on va se retrouver avec un index qui va être caché, qui va être le seul à être manipulé en interne, et donner ensuite des méthodes en plus pour venir faire des comparaisons, venir retourner des méthodes d'usage ou autres. Et dans ces cas-là, si on veut venir changer là en byte, on n'a plus que tout ce petit bloc-là à changer. Un petit interlude maintenant sur l'architecture, la vraie. Là, on a commencé à être un peu sur des notions qui étaient vraiment très concrètes. On pouvait se dire, ça c'est bien, ça c'est moins bien, avoir vraiment une échelle de valeur absolue. Et c'est ce que, durant le XXe siècle, certains architectes étaient dans l'architecture moderne à vouloir appliquer ce genre de logique, à avoir des choses qui suivent un plan vraiment très précis, rationnel, applicable dans tous les contextes, peu importe ce que c'était. Donc ils construisaient des immeubles comme ça marchait bien, ça faisait des immeubles qui répondaient aux besoins de la population. Mais ils se sont dit, on va commencer à extraire, à monter tout ça encore un peu plus loin. On va essayer de faire une ville complète basée sur cette logique d'un master plan général qui va apporter, qui va répondre aux solutions de tout le monde. Il y a eu cette proposition de fait par l'architecte Le Corbusier qui était globalement, en gros, je vire les gens de chez eux, je rase la moitié de Paris et à la place, on va construire tout cet ensemble de tours qui va être fantastique. Il y aura la place pour les voitures, il y aura la place pour les piétons, ce sera top. Bon, globalement, à cette époque-là, personne n'était vraiment chaud pour faire ça. Mais ils ont quand même réussi à implémenter cette idée-là à Brasilia, au Brésil, en construisant vraiment une ville hors de terre. Et aujourd'hui encore, le constat et le bilan de cette expérimentation, c'est que malgré le fait que la métropole, il y ait des millions d'habitants tout autour, la ville elle-même, ces villes nouvelles, elles ne sont occupées qu'à moitié. Donc c'est que quelque part, il y avait un besoin qui n'était pas forcément répondu, qui ne pouvait pas satisfaire tout le monde. Et une théorie selon pourquoi ce n'était pas possible, il y a cet architecte américain qui a essayé d'y répondre, Christopher Alexander, en essayant de représenter cette image-là, qu'une ville n'est pas un arbre hiérarchique. On ne peut pas dire que tel un immeuble qui va avoir des pièces, des appartements et l'immeuble dans son entier, c'est assez isolé. C'est des pièces, des morceaux qui sont assez indépendants les uns des autres. Mais une ville, c'est pas vraiment ça. Ça va être un ensemble de systèmes, un énorme maillage de choses qui vont être imbriquées. Et donc modifier un élément va avoir des répercussions à plein d'endroits différents.
Là, c'est un peu dans le jeu vidéo, ce qui va commencer à arriver à partir de maintenant qu'on a vu le code, les méthodes et les interfaces. On va commencer à monter dans des endroits où on ne peut plus vraiment prévoir ce qui va se passer quand on va bouger une pièce. Donc il va falloir commencer à être délicat sur tout ça. Notamment, il peut y avoir le pattern de composition qui est préférable au fait d'hériter la logique. Et si je vous parle de cet architecte, c'est aussi parce que vous le connaissez peut-être sans le savoir, parce que c'est aussi lui qui a inventé le pattern langage. 10 ans plus tard, après A City is Not a Tree, il a sorti un livre qui essayait de faire une liste gigantesque de tous les éléments qui pouvaient venir enrichir la ville, lui donner de l'importance. Et ça, ces idées-là, elles ont été reprises dans les design patterns, quelques années plus tard, par les informaticiens de l'époque, pour essayer de structurer les codes et essayer de se dire, un problème donné qui est connu, on va donner une recette reconnue comme étant plutôt pas mal, et ce qui permet aussi de donner un langage commun entre tous les experts du milieu, et de savoir en fait que quand on va parler d'un singleton, on réfère tous à la même chose. Donc là, je vous ai mis quelques exemples par catégorie de différents design patterns, donc qui sont tous très utiles. Pooling, singleton, certains ont une mauvaise presse, mais dans certains contextes, ils peuvent être utiles, mais il faut savoir jusqu'à quel niveau on les utilise. En IA, pareil, les machines à état et les blackboards. Et en structuration de composition. Et on va parler un petit peu d'observateur, toujours dans la partie interface. Là, maintenant, imaginons qu'on reprend une dernière fois notre code. Imaginons que maintenant, en plus de jouer un effet visuel, on veuille jouer en plus un effet sonore, ou en plus avoir des achievements qui sont gérés. On pourrait se dire, je viens rajouter à chacun de ces endroits le code nécessaire pour chacun de mes systèmes. Or, là, on se retrouve à vraiment venir coupler l'ensemble de son code et la moindre modification d'un système, la disparition, peut-être qu'on n'a plus besoin d'achievement ou autre, il se retrouve quand même avec du code géré ici, ce qui fait qu'on a des morceaux qui ne sont pas forcément liés entre eux. Une solution possible à ce niveau-là, qui est très utile dans certains niveaux, qui peut aussi pousser trop loin ou dans des productions trop grosses poser des problèmes, mais de manière générale, se dire je vais venir séparer l'événement d'envoi. Donc je sais que quand je recevrai l'événement, mon unité a reçu des dommages ou mon unité est tuée, et il y aura eu cet élément-là qui sera envoyé à tout le monde, et tous ceux qui seront intéressés par cette information pourront venir l'écouter. Donc découpler l'utilisation externe de l'implémentation interne, implémenter avec le soutien des design patterns, et prioriser la praticité d'usage. Tout ça, c'est en fait au final fournir un grand tableau de commandes et se dire est-ce que je fournis les bons leviers pertinents pour tous ceux qui en auront besoin. Maintenant, un game designer ou une game designeuse vient vous voir avec cette question, est-ce qu'on pourrait ajouter ça au jeu? Est-ce qu'on pourrait ajouter cette fonctionnalité? Là, des fois, la première réponse qui vient, c'est « Ah non, le système, il n'est pas prévu pour ça ». Et ça, c'est souvent symptomatique de plusieurs possibilités. Déjà, ça peut être qu'en ayant anticipé les demandes, en ayant commencé une première itération, on s'est lancé immédiatement dans le code, on a fait du quick and dirty, ce qui peut marcher pour certaines choses, mais pour des systèmes où on sait qu'il va y avoir une évolution, c'est peut-être un peu risqué. Ou de justement schématiser à outrance, faire un grand UML avec des grandes flèches dans tous les sens qui vont dire il faudra que ça fasse ça, et monter une grande structure qui ne répondra pas forcément aux besoins et qui sera déjà en fait fixée. Ça pourra poser problème. Là, une possibilité qui existe pour éviter ça, c'est le domain-driven design. Donc cette philosophie, c'est plutôt déjà de commencer par discuter avec l'équipe, avec les parties prenantes de cette fonctionnalité. Ici, en l'occurrence, principalement les game designers, mais ça peut être un peu tous les corps de métier. Et de se dire, en fait, en se posant autour du truc, on va essayer de cerner quel est vraiment le problème, quelles sont les frontières de l'espace des possibles d'une fonctionnalité, ce qui va permettre de partager le même modèle mental, de se dire, OK, quand on parle de telle chose, ça réfère à telle chose. Et dans le code, concrètement, on aura potentiellement implémenté cette chose-là avec le même nom. Et donc, quand des nouveaux besoins arriveront, ce sera avec le même langage, ce sera dans la même logique.
On pourra donc avoir mieux anticipé les besoins et potentiellement aussi, de manière pratique, se dire j'ai fait un diagramme avec mon flow général, où là, donc, ce n'est pas vraiment le contenu de chaque système ou de chaque interface, classe ou autre qui sera important, mais c'est comment l'ensemble va se mettre à communiquer. Un petit exemple pratique, un peu, qui est un cas réel, d'un jeu de stratégie au tour par tour. On a des nations qui vont s'affronter en déplaçant des unités sur la carte, et on a plein de régions sur la carte. L'objectif, c'est de réaliser une IA qui est capable de déplacer à chaque tour plusieurs unités, en n'ayant pas forcément à s'intéresser au contexte géographique. La géographie va changer systématiquement entre chaque partie, donc c'est difficile de prévoir des cas précis au niveau de l'IA. On a les contraintes aussi qu'il y a beaucoup de déplacements qui sont très limités. On n'a que quelques points de mouvement à chaque tour, donc on ne va pas pouvoir faire des... Il faut que chacun d'entre eux soit fait judicieusement. Et donc avec ces contraintes-là, la première chose à dire, c'est comment se lancer là-dedans, en se disant... la première itération qui avait été faite sur ce système-là essayait de prendre les cas particuliers les uns après les autres. Et donc on s'était retrouvé avec un code spaghetti, on peut le dire, de si telle chose arrive, mais que là maintenant c'est une unité navale qui doit prendre le relais ou autre, tout était hard-codé. Donc là le but ça a été de se dire on clean tout ça et on repart sur 3 systèmes qui vont essayer de mimiquer la manière dont un joueur ou une joueuse va réfléchir par rapport à ça. Le premier système d'entre eux, ça va être le système stratégique, qui va être l'intention au niveau et se dire je voudrais faire telle action et telle autre action. Voilà mes objectifs. Donc lui, ce système-là, il prend toutes les régions de la carte et de manière assez simpliste, il les classe de la plus importante à la moins importante. En code, ça veut dire qu'on a quelque part juste une équation qui va établir l'ordonnancement de tous ces éléments-là. Et ça va, à ce niveau-là, s'abstraire complètement de la géographie. Lui, son intérêt, c'est juste de répondre à la question de qu'est-ce que je cherche à faire. Et en pratique, un peu plus, pour rentrer un poil plus dans le détail, ça veut dire que pour chaque région, on va récupérer plein d'informations brutes, les régions alliées, neutres, ennemies, la balance of power de chaque région, donner éventuellement un score stratégique qui aura été donné par le game designer ou le level designer, appliquer des pondérations, on y reviendra un peu plus tard, et surtout ça nous donne un score final à chaque région qui nous donne le plus haut score, c'est la meilleure région, etc. etc. Le deuxième système qui va arriver là-dessus, c'est celui opérationnel qui va dire comment on va faire concrètement pour faire ce déplacement-là. Lui, à l'inverse, ce qu'il va faire, c'est de manipuler les unités existantes en faisant le pathfind, en faisant la partie de regroupement et subdivision des unités, la partie je dois aller prendre un bateau naval pour aller de l'autre côté de la Manche. Donc lui, en entrée, il va prendre un ordre théorique, une action voulue par l'IA, et en sortie, il va dire l'exécution vraiment pratique de comment l'exécuter. Et entre les deux, on se retrouve avec le troisième et dernier niveau système, qui est le système tactique, qui va dire, au final, j'ai mes informations stratégiques quelles sont les choses importantes à faire, et de l'autre côté, celui qui dit comment le faire. En les croisant, on va pouvoir arriver à assigner la meilleure unité possible sur une région donnée. Et là, donc c'est simplement la région. Il prend les régions par priorité et il donne la liste complète finale d'ordre pour ce tour de jeu. Donc en faisant ça, on a pu réussir à s'abstraire de la complexité des cas particuliers qui arrivaient sans arrêt parce que des nouvelles cartes pouvaient arriver de manière générale. On fonctionnait du coup plutôt par un système de heatmap en disant voilà les points chauds et on va essayer d'avoir les unités, les IA qui arrivent à jouer avec ça. Pour résumer cette partie, donc, on est sur délimiter avec l'équipe, grâce au domaine driven design, d'arriver à délimiter les contours de ces missions. Se garder en tête au fur et à mesure que l'implémentation prendra de l'ampleur et être prêt à jeter intégralement sa première itération à la corbeille, ça arrivera nécessairement. Là, la question, c'est une question d'adaptation. Donc, ce n'est pas de prévoir le futur, de commencer à le coder, c'est de se dire anticiper les potentielles évolutions futures. Le shift est légèrement différent, mais significatif pour permettre d'avancer dans le futur.
Avant-dernier niveau, on arrive maintenant sur la partie flux de données, ce qui se passe dans le jeu, les actions qui vont communiquer, qui vont s'échanger. Donc vous connaissez sans doute le modèle vue-contrôleur, qui est un peu une bonne ossature pour organiser son projet. Vraiment, en général, si jamais il y avait des soucis d'organisation, c'est souvent cette manière de faire qui permet de se dire ok, j'ai bien scindé mes différents éléments. Et en gameplay, on va avoir surtout les boîtes oranges qui vont être intéressantes, la partie logique d'un côté et la partie données. Et là, l'utilité, c'est de garder des protocoles simples entre les deux parties, surtout sur la partie contrôleur, en fait, que le code, au final, c'est la partie bête. Ça peut paraître contre-intuitif, mais au final, la logique, ce n'est juste que les tuyaux qui vont vous permettre ensuite d'avoir les données qui vont être la richesse de tout le jeu. Un exemple dans la suite directe du précédent, qui était de dire, voilà, on a des unités qui doivent aller on veut les faire déplacer à certains endroits, mais en fait, ces unités, elles vont avoir certaines envies. Certaines vont vouloir être plutôt attaquantes, d'autres plutôt défensives. Comment on les personnalise ? Là, ici, il y a eu la réponse avec des rôles, en leur donnant un caractère basé sur différents critères. Donc, c'était littéralement juste un poids, un pourcentage, de 0 à 100%. Et pour chaque scénario, pouvoir dire, en fait, telle unité va être plutôt de tel rôle à ce coup-ci. Telle autre unité va pouvoir commencer en tant qu'agressive, puis ensuite devenir plus défensive et se regrouper. Définir aussi des points d'intérêt stratégiques, dire cette ville-là va être plus importante que tel autre endroit. Et, du coup, l'équation, pour chaque profil, on a une unité, est-ce qu'elle aime combattre, on donne un point important sur la région avec des ennemis. Est-ce qu'elle veut être plutôt safe ? Dans ce cas-là, on va faire de la balance of power, vérifier que le rapport de force entre les deux est plutôt supérieur, etc. Et au final, ça nous donne un gros tableau qui est au final vraiment la richesse du système, c'est de se dire on fournit des listes pour chaque rôle par exemple, un rôle d'attaquant, il va plutôt privilégier l'attaque, l'attention et la conquête, alors que les défenseurs, il va plutôt être des poids faibles là-dessus. Et donc le fait d'avoir ordonné nos régions par rapport à ça va faire que les unités agressives vont privilégier les régions avec un poids fort sur ça, et les défenseurs, à l'inverse, vont l'organiser de manière différente. Donc on a donc le modèle vue-contrôleur qui est une ossature. Si vous avez des doutes, appuyez-vous sur ça, c'est utile. L'importance du data-driven, qu'au final, le code, c'est au final qu'un passe-plat. C'est vraiment la logique, souvent, qui va vous permettre les données qui vont vous permettre de nourrir le jeu. Sous Unity, si vous l'utilisez, je vous conseille cette conférence qui parle de l'utilisation des scriptable objects, qui est très intéressante pour justement aller dans ce sens-là. Et là, la réponse à cette question, c'est est-ce qu'il y a une bonne séparation entre la logique et les données ? Le dernier élément, on arrive au bout de notre grande spirale, c'est qu'un projet, il n'est pas isolé de son environnement. Il fait partie d'un ensemble, d'un écosystème qui vont avoir différentes considérations. Vous allez avoir des contraintes de production de features, de date de sortie, ensuite de suivi avec des DLC, des updates ou autres. Différents besoins d'accessibilité aussi, donc arriver à exposer ce que vous avez fait dans vos systèmes. Et aussi d'attentes commerciales. De certains genres de jeux vont avoir des attentes particulières. Les joueurs et les joueuses vont attendre certaines parties différentes. Ce qui veut dire que le code, il va être voué à évoluer. Il va y avoir pas que vous, en code gameplay, qui allez être impactés par ça. On a aussi des questions, donc, comme je disais, de live, mais aussi d'ouverture au modding. Peut-être que le jeu va être ouvert à tous les utilisateurs et utilisatrices. Donc tout ça, ça peut être important de se dire je vais prévoir des outils qui vont accompagner tout ce cœur de jeu. L'exemple ici, c'est toujours dans un jeu de stratégie, on a des cartes qui ont des effets dans notre main, et on va vouloir se dire ce système-là, il me permet de définir pour chaque carte, quand je vais jouer telle carte, si j'ai telle et telle condition qui sont vraies, alors il va se passer telle autre chose, je vais gagner un bonus ou autre. Cette chose-là, on peut se dire, faire un petit pas en arrière et se dire « Ah, mais c'est aussi utilisable dans mes effets de bataille ».
Quand mon unité attaque, par exemple, si elle a le statut cavalier et que la cible a un statut archer, alors il y a +1 de dégâts qui va être appliqué. On peut continuer à reculer encore, se dire « Ah, mais au fait, ça peut aussi me servir à déclencher et vérifier la fin de la partie. » Donc quand je tue une unité, on va venir vérifier, exposer en data ce genre de check possible, de se dire « Est-ce que mon unité tuée est de tel type ?» Alors si oui, je gagne instantanément la partie. On commence à voir un pattern qui se répète, où juste au final le camp va changer et on va pouvoir modifier tout ça. Un dernier cas pour la route, c'est justement sur le Pathfind, se dire quand je veux passer d'une région terre vers une région mer, s'il y a un port disponible, alors je peux y aller, je peux aller en mer. On peut imaginer aussi s'il y a une montagne à franchir, derrière on s'arrête immédiatement. On peut imaginer ce genre de conditions qui vont se popper. Et en fait, c'est un peu toujours les mêmes conditions. Plein de petites briques qui sont unitaires, les différents atomes, et de se dire, en fait, arriver à visualiser la combinaison de tout ça, permet ensuite d'avoir une grande variété d'expressivité. Et en ouvrant tout ça aux designers et aux modeurs, on va commencer à pouvoir fournir un outil qui est à la fois global, donc fournir un système générique qui est partagé, donc ça veut dire moins de code à développer. Ça veut dire aussi que c'est prévisible, un peu pour tout le monde, à la fois dans la manière de l'utiliser et de le représenter. Ensuite, ça va être évolutif, beaucoup comme je le disais, de combinatoires de cas d'usage importants. Et avec tout ça, ça fait qu'on va commencer à fournir cette logique-là, va nous fournir des différents types d'outils. On va avoir des outils qui vont aussi, il va y avoir des besoins de feedback dans le jeu, des feedbacks pour savoir ce qui se passe dans les diagnostics et le debug, ou comme l'exemple que je viens de citer ici, des outils de création et d'édition de contenu. Et c'est cette logique-là qui va vous permettre de proposer des choses où la somme de chaque partie va générer plus encore que ce à quoi vous vous attendiez. La dernière question sur tout ça, c'est donc est-ce que je donne à tout le monde qui est dans le projet tous les bons moyens d'agir dessus? On se retrouve donc avec toute cette liste de systèmes, ce qui permet de reprendre un peu son souffle. On a donc vraiment différentes contraintes à chaque niveau qui vont venir s'imbriquer. Et on va venir, du coup, ça va être la production, le challenge, ça va être qu'on va être sans arrêt faire un va-et-vient dans tout ça. Et à chaque fois, il faut avoir cette flexibilité-là de se dire, est-ce que je fournis un code suffisamment lisible? Est-ce que ma méthode est prévisible? Est-ce que mes leviers sont pertinents? Est-ce que je m'adapte? Est-ce que je suis indépendant? Est-ce que tout est accessible? Cet ensemble de choses-là vont vous permettre ensuite de vous dire, voilà, je sais comment organiser et je sais comment itérer sur mon jeu. Il reste une dernière question qui est comment maintenir tout ça. Et là, sur ça, il y a ce papier qui est sorti dans les années 97, qui essayait de comparer deux modèles de développement. Donc la cathédrale d'un côté, qui était à l'époque le modèle de IBM et Microsoft. Et donc là, on avait vraiment une approche par plan. On planifiait un projet de haut en bas et c'était fait de cette manière-là. Et à l'époque, donc en 97, le modèle du bazar qui commençait à arriver, avec notamment Linux, où c'était vraiment un effort communautaire qui semblait un peu chaotique, mais qui arrivait quand même à tirer des choses imprévisibles, à réaliser quand même un produit final aussi utilisable. Ce modèle-là, il ne sert pas forcément aussi bien. Là, cet auteur-là était plutôt motivé par le bazar. Dans le monde du jeu vidéo, le modèle bazar en lui-même, il ne répond pas nécessairement à toutes les critiques, à toutes les possibilités. Donc autant au début, on va être plutôt dans une approche vraiment de cathédrale. On va se dire, voilà quelle est la vision du game director, de toute l'équipe, comment le projet va avancer. Il va avoir cette direction-là. Mais au fur et à mesure qu'on va arriver vers la fin de la production, on va pouvoir commencer à pousser le curseur vers des choses un peu plus accessibles à tout le monde et laisser la main ouvrir son jeu. Donc à nouveau, un peu les mêmes liens, les mêmes niveaux. On se rend compte de deux choses différentes. D'une part, quand on est tout en haut, on est vraiment sur des logiques de choses qui sont plutôt strictes. On a dans les lignes, on va y venir respecter des conventions. Une méthode, on s'attend à ce qu'elle réponde à des spécifications. Les interfaces, c'est plutôt un ensemble de recettes. Ces contraintes-là, elles vont venir structurer le jeu.
Et à l'inverse, plutôt vers le bas, on va être dans quelque chose qui va nous permettre de proposer des choses un peu différentes et qui vont aussi orienter le jeu dans des directions auxquelles on ne se sera pas suffisamment attendu. Donc il va y avoir constamment un peu ce va-et-vient entre, on a des spécifications précises à implémenter, mais le fait de les avoir nourrit le bas qui va à son tour donner d'autres idées pour remonter vers le haut. Quelque part, le code, il est vivant, c'est-à-dire qu'avec toutes les itérations, c'est vraiment le jeu vidéo, c'est une suite d'itérations. C'est vraiment, s'il y a une chose à bien intégrer, c'est qu'il va sans arrêt y avoir des modifications qui ne sont pas prévues ou qui amèneront les choses dans des directions différentes. Donc il faut être plus dans une attitude de jardinier que de constructeur quelque part, en se disant, voilà, au fur et à mesure que j'avance, je nettoie régulièrement ce que j'ai fait, je détecte les problèmes en amont et j'essaye d'être actif sur les parties qui en ont besoin, et éventuellement de se dire, je coupe s'il y a besoin de changer des choses. Et on va se retrouver des fois avec la bonne surprise de ajouter une nouvelle fonctionnalité nous aura amené à réfléchir au fait que ça aura permis d'enlever plus de code que d'en rajouter. Donc on aura gagné des choses potentiellement là-dessus. Et c'est cette logique-là, cette philosophie-là, quelque part, de se dire, je vais essayer de faire simple. Faire simple, ça veut dire deux choses, à la fois d'essayer dans la conception d'être plutôt dans l'épure, et dans les leviers qu'on va donner, d'aller plutôt à l'essentiel. En faisant ça, on se permet donc d'avoir des fondations robustes pour des implémentations complexes, parce qu'en fait, qui dit simplicité ne dit pas forcément absence de complexité. C'est faire le plus simple dans le cadre de ce qui nous... aller au plus simple pour fournir une bonne solution. Donc c'est ni une solution de simplicité, ni simpliste, ni une solution de facilité. C'est clairement, ça demande un effort permanent de se dire, allez, je vais venir faire en sorte que mon code soit simple. Faire simple, ce n'est pas simple. Mais au final, ça peut être payant sur le long terme avec différents gains possibles. C'est de moins de code. Alors, pas de moins de lignes de code en nombre, en quantité, mais dans l'ensemble des systèmes ou autres, en ayant été vers cet effort-là, mécaniquement, il va y avoir moins de code, donc moins d'interaction entre les différentes parties, moins de bugs. Les performances vont être aussi un peu plus facilitées. On va pouvoir se concentrer dans un deuxième temps sur les performances, plutôt dans ce sens-là, au niveau du gameplay. Évidemment, il y a d'autres corps de métier, du genre le rendu 3D ou l'interface qui a aussi cette recherche de performance. Mais dans ce cadre-là, on est vraiment sur le fait que c'est plus facile de rendre rapide un code organisé que de rendre organisé un code qui est rapide. C'est plutôt parce que le fait d'avoir voulu être rapide dès le début, on aura coupé des corners assez violemment et on se sera retrouvé potentiellement piégé. Les itérations peuvent être plus rapides en production. Mine de rien, au fur et à mesure, en fait, c'est des effets cumulatifs. Et ça a aussi l'effet indirect de potentiellement motiver plus les équipes ou soi-même d'arriver dans un code qui nous convient et ou sur lequel on ne va pas buter à chaque ligne. Voilà, en conclusion, on est sur donc, ces valeurs-là à prendre en compte, se dire vraiment qu'il faut organiser chaque niveau du projet avec ce va-et-vient à tous les niveaux, que l'important aussi c'est de maintenir activement le code, et enfin de faire quelque part extraordinairement simple, dans le sens où c'est pas facile, mais les gains peuvent être assez importants sur la fin. Voilà, avez-vous des questions ? Merci beaucoup. En fait, ce que je me disais, c'est que ça, c'est pas respecté seulement à l'échelle individuelle, ça marche que si au sein d'une équipe, c'est respecté par plusieurs personnes. Ouais. Et comment tu fais dans un studio pour transférer cette connaissance si t'as pas déjà que des développeurs super expérimentés? Quels sont les bons moyens? Par exemple, il peut y avoir le code review, mais ça intervient assez tard sur un développement. Enfin, sur une feature, et ça peut être aussi compliqué de se prendre 50 remarques d'un coup. C'est pas forcément le plus optimal. Je sais pas comment tu vois le transfert dans le studio.
Clairement, il est progressif au fur et à mesure du temps. C'est clair qu'une review où il va y avoir 15 000 remarques négatives, ça ne va pas aller. Mais néanmoins, c'est quand même une philosophie qu'il faut insuffler au fur et à mesure dans l'équipe. Et en l'infusant, elle va petit à petit amener ses fruits. La logique d'organiser ces systèmes aussi, c'est qu'on commence à être sur des niveaux peut-être plus avancés. Mais en fait, d'être dans une force de proposition plutôt que d'être dans la sanction, clairement, sur le long terme, ça permet d'anticiper ces problématiques-là. Ok, merci. Bonjour, merci pour la presse. On a vu pas mal de concepts, notamment dans la partie gameplay. Tu nous as dit que c'est pas forcément... Enfin, on parle pas trop de performance par rapport à justement tous ces moyens. On parlait aussi de l'abstraction. Or, typiquement, abstraction peut avoir des conséquences sur les performances, notamment, s'il y a trop d'abstraction. Comment est-ce qu'on peut justement trouver un équilibre pour avoir du code lisible ou compréhensible, mais en même temps pas trop sacrifié en performance, notamment quand on va vouloir optimiser? L'important sur ça, c'est un peu ce que je disais sur la partie de ne pas faire la prévision, de ne pas se dire en fait je vais essayer d'être malin et de me dire ce bout de code là je vais directement le prévoir pour qu'il s'adapte aux changements qui vont arriver. Donc d'en faire trop d'un coup, ça évite, en fait, en allant au plus simple sur l'implémentation de base, ça permet ensuite de se dire je peux moins enlever de la complexité. Enfin, il y a moins de complexité à enlever sur ça. Merci. Donc, pareil, merci beaucoup pour la conférence, j'ai trouvé ça très utile. Et du coup, je me demande, est-ce que tu aurais des références pour aller un peu plus loin que ce que tu as présenté aujourd'hui, quoi? Alors, il y a tout le travail de Christopher Alexander, notamment sur le pattern language. C'est pas forcément son livre le plus intéressant d'ailleurs. C'est un peu tout le reste de sa bibliographie, même si je suis loin d'avoir tout lu. Mais il a des réflexions très intéressantes sur le fait, cette philosophie. Donc là, c'est vraiment dans l'architecture de construction, de quelle est cette philosophie pour rendre intègre son travail, d'essayer de le laisser en vie, de donner cette motivation dans l'espace. Après, il y avait la partie sur le domaine driven design où il y avait le Blue Book, comme on l'appelle. Et sinon, là, comme ça, de tête. En fait, ces auteurs-là, notamment, ont ensuite des blogs ou des choses comme ça qui ont beaucoup de ressources. Voilà. C'est un peu. On rentre par un endroit et ça finit par se diffuser. Bonjour. J'avais une question. À la fin, tu parlais des systèmes de règles que tu mettais en place quand telle unité arrive à tel endroit, dans quelles conditions. Est-ce que ça, c'est un système que tu réutilises? C'est une bibliothèque déjà écrite où il y a tout un système de règles, ou c'est plutôt quelque chose que tu vas écrire pour le projet? Là, en l'occurrence, c'est plutôt écrit pour le projet systématiquement, de se dire, en fait, c'est de toute façon mes conditions et mes triggers de lancement de règles vont être propres au projet. Donc après, l'ensemble la base du système est assez simple, en se disant, il se passe quelque chose, j'ai entendu tel event, alors je fais ce genre de check sur mon code. Mais il va être propre effectivement au contexte, que ce soit un jeu de stratégie ou que ce soit un autre type de jeu. Il peut y avoir une adaptation très différente. Donc, dans le principe, c'est le principe des rules engine, où il y a une exécution qui se passe. Mais la différence qu'il va y avoir, par exemple, dans un jeu aussi, ça va être sur l'aspect trigger, donc le quand, la première phase, où sur le pattern de base, elle va être plutôt à se dire, dès lors que j'ai mon événement, alors automatiquement je le trigger. Et là, donc la règle, quelque part, elle est autonome. Et souvent dans les jeux, c'est en fait un peu mieux à l'usage de le faire dans une partie où un système a le contrôle de déclencher la règle, de l'activer, de la désactiver, d'enlever l'autonomie à la règle et de la contraindre à certaines contraintes. Donc sur tout ça, il y a tout
un travail. Là, je suis vraiment resté sur la partie introduction de ce genre de système, mais c'est un pattern qui est vraiment très utile et sur lequel je pourrais faire une conf complète. Merci. Can I ask in English? My French. Sure, yeah. How much do you value like reducing the number of lines of code versus just having your functions be very very abstractable in that? Take your example with the hit detector, right? You've taken both the checks for whether the object is alive or not, and also whether to play the death animation, and you've put them both into one function, right? Whereas what you could have done quite easily is just split them into two functions and run the check at the end of both. So then in each of these functions, you're calling the same two functions twice, but it's much more composable code in that each thing does one clear thing with fewer side effects. Yeah. That's the part about interface. I spoke a bit about it. It's in which the expressivity of the interface you're given give you a certain granularity. If you go too much into the details, you give too little or too much work to do to anyone who will use that, for instance, here is that attack system. If you give them each time, you have to apply the damage, then you have to yourself apply check the death and apply the death effect directly. You're being maybe too precise on that part, and then you on the part where you spoke about simplicity, in a way it's how to say it, the fact that you're given it's not the number of the count line, number of lines of code that count as simple. It's more in the expressivity of the whole system. Step by step, as you grow larger, you have to target that simplicity and not just by counting the number of lines every time. Thank you. Dernière question. Bonjour. Merci pour la conf. Moi, j'avais c'est vraiment des petites questions. Par rapport aux normes de codage, tu disais par exemple pour les commentaires, pour toi ils n'étaient pas très utiles. Alors je suis d'accord qu'un bon code, c'est un code qu'on peut lire sans commentaire. Mais par rapport à sur les if où il y a juste une seule ligne, est-ce que toi tu utiliserais par exemple des conditions ternaires? Oui, en termes de formalisme, on peut se dire c'est du sucre syntaxique quelque part qui est inhérent à la lecture, donc en termes de convention, ça rentre dans ce modèle, donc c'est tolérable. Mais au niveau des commentaires, en fait, quelque part, c'est la variable qui va pouvoir servir de commentaire par elle-même, et en fait, du coup, ne pas être utilisée qu'à un seul endroit où on aura défini le commentaire, mais à chaque fois qu'on va utiliser cette variable, d'elle-même, elle transmettra l'intention et de ce qui est derrière tout ça. Donc en fait, un ternaire bien exprimé sera aussi clair qu'une ligne de code. Donc effectivement, une ligne, une action, c'est plutôt dans un ordre d'idée. Ouais. Et est-ce que toi, tu t'imposes des conditions? Par exemple, une ligne ne doit pas faire plus de tant caractères, une méthode ne doit pas plus faire de tant de lignes? Non, pas nécessairement. C'est pas une histoire forcément d'avoir des règles strictes, parce que dans certains cas, par exemple une routine très technique un algorithme très précis, si c'est mieux de la faire en une seule passe et qu'elle fasse 300 lignes de code, dans ce contexte-là, c'est pertinent de l'avoir aussi longue. Alors que certaines autres méthodes, en fait, c'est plutôt en considération de quelle responsabilité a cette méthode. Et c'est une méthode, une responsabilité. Et en se disant ça, du coup, ça permet de découper
peut-être mieux que juste en ayant un nombre arbitraire de lignes. Et pareil pour la longueur. En général, il peut y avoir le problème du nom de la variable qui commence à être trop long, par exemple. Là aussi, c'est peut-être qu'il y a un autre souci de clarté dans le découpage. Mais voilà, c'est plutôt à chaque fois, oui, il faut éviter les dogmes et se dire ça c'est forcément interdit, le singleton c'est forcément interdit. Peut-être pas, en fait il y a certains projets où c'est cohérent et ça peut servir. Et juste une petite dernière question, je suis désolée. Est-ce que pour toi la simplicité ça va aussi avec de l'optimisation ? Oui, alors en fait il y a aussi la partie de naturellement les patterns qu'on va vouloir écrire, la manière de le faire. Va appeler une certaine rigueur technique un peu implicite. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en considération la performance quand on écrit. C'est la prendre dans un deuxième temps. Une fois qu'on a écrit le code, là on mesure et on voit qu'est-ce que ça donne. Et voilà, c'est plutôt dans cet ordre de choses-là qu'il vaut mieux voir les choses. Toujours mesurer la performance plutôt que d'être en mode optimisation prématurée et faire des hypothèses qui ne seront pas nécessairement les bonnes. Parce que souvent, on n'a pas les mêmes, on a des surprises. Merci à tous.